Bonjour. Pour ce dernier cours de l'année, je vais vous parler du garde-corps. C'est vrai que c'est un élément de l'architecture peut-être assez particulier. Enfin, on va le voir tout de suite, hein, parce que c'est vrai que c'est un élément qui n'était pas trop apprécié par les architectes modernes, hein, le Corbusier, le Niemeyer surtout, voilà. Tous les Brésiliens, d'ailleurs qu'on a vus dans les cours précédents, ne l'appréciaient pas, parce qu'en fait, c'est un élément qui ramène, si vous voulez, donc, une certaine échelle, une certaine intimité dans les bâtiments, et c'est bien sûr donc un élément qui va s'interposer au jeu correct et magnifique des volumes sous la lumière invoqués par Le Corbusier. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce garde-corps, on va le voir surtout réapparaître pendant la période postmoderne, qui a remis en cause les principes du mouvement moderne, hein, parce qu'effectivement, on a même organisé des bâtiments autour de lui, parce qu'il favorisait justement un certain retour à l'intimité, à la dimension humaine, hein, et puis aussi à l'urbanité. Hein. Donc c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours. Bien sûr, le garde-corps, il n'existe pas dans l'architecture classique, voyez, dans l'architecture antique. Ça, c'est les tombes de Paestum. Donc bien sûr, Paestum, ce sont des temples, d'accord, ok, c'est pas très haut. Voilà. Enfin, le stylobate, là, les degrés du stylobate, ils font quand même 40 cm de haut à peu près. Vous voyez, donc il n'y a pas de garde-corps. Il n'y a pas de garde-corps. Et dans les maisons antiques, il n'y a pas de garde-corps non plus, puisque la maison, en fait, en général, même la maison urbaine, elle fait juste un niveau, hein, et toutes les ouvertures donnent sur l'atrium, hein, qui est quelque part une sorte d'extériorité qui est amenée à l'intérieur de l'habitation. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de garde-corps dans l'Antiquité. Hein. Voilà, comme on peut le voir, ça c'est des tombes de Paestum, c'est sûr, il n'y a pas... On n'imagine même pas, vous voyez, donc un garde-corps entre les colonnes. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui revient, vous voyez, donc même pendant la période gothique, même pendant la période Renaissance, vous voyez, puisque à la tour de Pise, par exemple, je crois qu'il n'y a pas de garde-corps. On a peut-être mis une lisse, une barre, mais c'est extrême. Je ne sais même pas si on peut y monter aujourd'hui, mais en tout cas, je me rappelle y avoir été. C'était un supplice total, parce que effectivement, le sol était en pente, et on pouvait glisser et tomber et se tuer, quoi, voilà, vous voyez. Donc, voilà, dans le garde-corps, quelque part, voilà, il y a une certaine aménité, voilà, vous voyez. Hein, il y a un certain respect de la personne, hein, alors que dans l'architecture classique, antique, enfin, surtout antique, il y a, et moderne, on va le voir, il y a quand même une certaine cruauté, vous voyez. Hein. Bon, ça, c'est toujours Paestum. Et là, vous voyez, c'est le projet de Niemeyer pour Brasilia. Donc c'est une gigantesque esplanade avec une rampe, et ni sur la rampe, ni sur l'esplanade des Trois Pouvoirs, vous voyez, il y a le moindre garde-corps, quoi. Il pleut, vous glissez, vous tombez, vous tuez, quoi. Vous voyez, et c'est intéressant parce que, voilà, l'architecture, elle est là, quelque part, ce qui est dit là-dedans, hein, c'est que l'architecture, elle est là pour éduquer, voilà, pour dresser les corps. Voyez. Hein, d'ailleurs, voilà, le corps, c'est une architecture, quelque part, hein, puisque c'est une architecture, disons, cryptique, voilà, puisqu'elle est enfouie dans les chairs. Voyez. On parle de colonne vertébrale. Voilà, voyez. Quelque part, c'est vrai que cette architecture, disons, sans garde-corps, eh bien, elle est peut-être pas, disons, entre guillemets, humaine, mais elle révèle, voyez, le caractère architectural de tout corps humain. Voilà. Et elle te dit, voilà, avant tout, tu es une colonne. Voilà. Et donc, tu dois te tenir droit. Et si tu ne veux pas tomber, tu dois être aux aguets.
Tu dois faire travailler tout ton corps de muscles pour justement échapper au vertige, pour ne pas glisser, pour ne pas tomber. Vous voyez, on voit effectivement donc toutes les valeurs de dressage, quelque part, qui sont contenues par ce type d'architecture. Alors que le garde-corps, eh bien c'est vrai que ça permet toute licence, si vous voulez. Donc là, j'ai pris le métro, j'ai pris la ligne 1. Il y a des garde-corps, les gens se tiennent n'importe comment, c'est comme une sorte de... C'est une foule comme ça, voilà, elle est protégée, vous la voyez quelque part. Elle n'a pas, disons, à introjecter toutes ces valeurs dont j'ai parlé, vous voyez. Elle n'a pas à avoir conscience du danger des métros qui arrivent. On peut glisser sur le quai, tomber. Non, une fois que les garde-corps sont là, eh bien, on est à l'abri. Et quelque part, voilà, le corps aussi se désarchitecture. C'est évident qu'une fois que le corps n'est plus aux aguets, donc il se ramollit. Voilà, vous voyez. C'est ce qu'on va voir donc pendant le cours, vous voyez, cette lutte, voilà, entre, d'un côté, l'idée de modeler les corps, et de l'autre côté, l'idée, au contraire, donc, de les accompagner, et quelque part aussi de révéler toute leur sensualité. Voilà, c'est encore une image de Brasilia, celle-là, je la trouve complètement démente, parce que, bon, on est sur une esplanade, on voit les deux tours qui organisent la perspective. Et c'est vrai qu'il y a des gens, là, c'était dans les années 60, quand la capitale du Brésil a été inaugurée, et on voit des gens, et c'est vrai que ces gens, ils semblent complètement anachroniques, si vous voulez, voilà, dans cette architecture. Bon, on va commencer par un tableau de Carpaccio, Les courtisanes. Enfin, le tableau, il a plusieurs titres, je crois qu'il s'appelle aussi les nobles vénitiennes, etc. Mais je préfère les courtisanes parce que moi, il y a un côté charnel, et c'est vrai que, voilà, ce tableau, donc, il révèle un tout petit peu la carnation des deux personnages féminins centrales. Comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, ce sont des corps presque lascifs, dans le sens, voilà, c'est pas des corps, disons, hiératiques, vous voyez, c'est pas des corps de la peinture égyptienne, voilà, qui ont complètement intégré l'architecture. Ce sont des corps qui se laissent aller, voilà, donc il y a une des courtisanes qui s'accoude donc à une balustrade. Elle est avec des animaux, des pigeons. Il y a un paon. L'autre, elle est toute, son corps est tout déformé, si vous voulez. Vous voyez, elle ne se tient pas droit. Voilà, vous voyez, elle est courbée. Voilà, vous voyez. Puis elle joue donc avec des chiens. Et toutes les deux, voilà, vous voyez, elles sont cette licence quelque part. Eh bien, elle est permise, justement, par le garde-corps qui les protège. Parce que ce tableau, si je me rappelle bien, si vous voulez, il a été coupé. Et donc, il y a au-dessus donc, un ciel. Et le ciel, il permet de voir la mer Adriatique. Et donc, on comprend qu'on est, disons, sur la terrasse d'un palais et qu'autour s'étend un grand paysage. Voilà, ça c'est le premier point. Et le premier point, c'est le garde-corps, qui, quelque part, permet au corps de se laisser aller, puisqu'ils sont protégés, ils sont gardés, et donc ils n'ont pas besoin de se protéger eux-mêmes. Et l'autre élément, vous la voyez, c'est que ce garde-corps, auquel les deux personnages majuscules sont adossés ou accoudés, eh bien, il va servir de colonnade. Voilà, un personnage minuscule, l'enfant, le page. Et donc, on va voir dans le garde-corps, justement, il y a l'intégration de deux échelles. Et on va voir quand il est employé dans l'architecture, qu'il y a cette intégration donc, de l'échelle, disons, domestique, l'échelle du corps, l'échelle minuscule, dans une échelle majuscule. Voilà, par exemple, la Ca d'Oro, vous voyez, qui a été faite un petit peu avant, donc c'est du gothique flamboyant, et donc on voit donc, des colonnades superposées avec un remplage gothique flamboyant, et puis donc viennent s'insérer donc, dans ces colonnades
hein, des garde-corps. Et ces garde-corps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reprennent, vous voyez, donc exactement la même forme, le même rythme, hein, que les colonnades. Peut-être, ils sont juste un tout petit peu étirés, mais ils ont pratiquement les mêmes proportions, hein, que les colonnes, hein, qui soutiennent le remplage, qui soutiennent le plancher de la galerie, qui est ouverte sur le Grand Canal. Et donc, on voit très bien, vous voyez, que hein, le garde-corps, voilà, il permet l'insertion, hein, de deux échelles. Une échelle monumentale, hein, celle du palais, hein, donc l'échelle de la représentation, et puis après une échelle domestique, voilà, l'échelle du corps réel, hein, qui habite ce palais. Mais bien sûr, ce qui se passe aussi ici, c'est que voilà, l'élément du garde-corps, c'est une petite colonne, et c'est juste donc une colonne minuscule. Et ce qu'on va voir par la suite, c'est que les architectes se sont intéressés donc au statut, hein, de cette petite colonne du garde-corps, hein, ou de la balustrade, et on va voir qu'ils ont développé donc quelque chose qui est totalement différent, hein, que ce que l'on voit ici donc dans cette architecture un tout petit peu primitive. Voilà l'intérieur de la galerie, hein, sur le Grand Canal, le garde-corps, et puis la colonnade, les deux échelles, hein, qui coexistent, hein, qui s'intercalent l'une dans l'autre, l'échelle minuscule dans l'échelle majuscule. Et aussi, ce qui est fascinant, bon, c'est vrai, j'aurais pu mettre une photo, mais je ne l'ai pas mise, c'est que dès qu'on voit, vous voyez, un corps qui vient s'encadrer entre les colonnes et qui vient s'accouder à la balustrade, tout de suite, le dispositif, il prend son sens. On comprend. Donc, on comprend que finalement, le lien entre l'échelle majuscule, l'échelle monumentale, l'échelle représentative, et puis l'échelle minuscule, hein, l'échelle domestique, c'est le corps là, qui va donc venir s'encadrer entre les deux colonnes et qui va venir s'accouder à la balustrade. Bon, c'est un thème constant à Venise. Hein. Bien sûr, on l'a aussi dans le palais des Doges. Vous voyez, c'est presque exactement la même chose. D'ailleurs, c'est antérieur. Donc, sans doute, l'architecte Accadoro a repris donc, une thématique qui avait été définie avant lui. Là aussi, c'est pareil. Donc, on a deux arcades superposées et entre les arcades du premier étage, donc un garde-corps avec des colonnettes, hein, qui ont le même enfin, pas tout à fait les mêmes proportions, mais en tout cas, disons la même silhouette, vous voyez, hein, que les colonnettes, que les colonnes, pardon, qui soutiennent l'arcade du premier étage. Regardez les corps. Le garde-corps, il garde le corps. C'est pas toi qui gardes toi-même ton corps. Voyez. Non, c'est un élément. Hein, tu n'as pas forcément à être toujours aux aguets, tu n'as pas forcément à te tenir toujours droit, tu n'as pas forcément à te considérer comme une architecture qui peut se mouvoir. Hein. Non, tu peux être aussi un corps totalement acculturé, un corps prostré, un corps presque animal. Hein, tu peux presque ramper, en tout cas tu peux ne pas marcher droit, tu peux te cogner contre les autres. En toute façon, tu vas être protégé. Voilà. Parce que, comme le berger eh bien, garde son troupeau, eh bien, le garde-corps, il va te protéger, il va te canaliser. Voilà, et ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, voilà, les architectes de la Renaissance, tout d'un coup, eh bien, ils se sont posé cette question. Parce qu'effectivement, les palais à la Renaissance, ce n'étaient pas des maisons romaines, ce n'étaient pas des maisons à un étage, elles faisaient plusieurs étages. Vous voyez, il fallait ouvrir, il y avait une volonté aussi de faire rentrer la lumière, de se mettre en représentation à sa fenêtre, à son balcon. Et donc, il a fallu, si vous voulez, la solution de la colonne miniature, ça ne suffisait pas. Là, il fallait vraiment trouver, vous voyez, donc, disons, un élément spécifique, hein, pour tenir la balustrade. Hein. Et donc, on a réfléchi, bien sûr, mais effectivement, les pauvres architectes, ils étaient un peu coincés, coincés. À la fois, ils ne pouvaient pas se référer à l'Antiquité, puisque le
la balustre n'existait pas dans l'Antiquité, il n'y avait que la colonne. Et en même temps aussi, si vous voulez, quand ils faisaient des colonnes, ils étaient bien ennuyés, parce que finalement, les colonnes, elles étaient très codifiées. On ne peut pas inventer. Bon, il y en a certains qui ont cherché, mais c'était pas. L'idée, c'était plutôt de reprendre donc, les 5 ordres antiques, vous voyez, le corinthien, dorique, ionique, et pas chercher à inventer. Ils n'avaient pas à inventer donc, un nouvel ordre. Donc ils étaient dans leur recherche plastique, vous voyez, ils étaient un peu limités donc, au niveau de la colonne, qui est vraiment l'élément donc, à la renaissance fondamentale de l'architecture. Et par contre, pour la balustre, là, ils avaient toute possibilité, puisqu'effectivement, la balustre n'existait pas, donc ce n'était pas un élément codifié. Et donc, la balustre, là, c'est un élément comme celui-là, vous voyez. Enfin, il y a quelque part aussi quelque chose de... Il y a quand même une sorte d'horreur secrète dans la balustre, vous voyez. Parce qu'on a l'impression que c'est une colonne enceinte, ou une grosse colonne, une colonne avec un gros ventre, vous voyez. Il y a quelque chose de grotesque. Et d'ailleurs, c'est pendant le maniérisme, avec Jacopo Sangallo, après Michel-Ange, après Palladio, voilà, qu'on a vraiment voyez, expérimenté, travaillé, réfléchi sur la balustre. C'est-à-dire au même moment où on faisait effectivement ces grottes dans le jardin Boboli à Florence, eh bien, on a travaillé sur ce nouvel élément de l'architecture. Voilà, une colonne naine, vous voyez, voilà, comme effectivement, et ça participe aussi voilà, à cet attrait, voilà, vous voyez, donc, à la Renaissance, donc pour, je dirais, c'est pas du tout péjoratif, mais pour le monstrueux, vous voyez, voilà, dans les studiolos, des grands, des nobles de Florence qui commanditaient tous ces bâtiments, ou de Venise, il y avait donc des choses, donc toutes sortes de choses très très étranges. Et cette étrangeté, qui était donc pratiquement interdite à l'architecte, puisque tout était codifié, eh bien, la corniche, l'entablement, tout ça, il fallait simplement commenter l'architecture classique. Eh bien, toute cette étrangeté, quelque part, elle ressurgit dans la balustre. Et c'est vrai qu'on la retrouve, mais vraiment d'une manière totalement... Enfin, on la retrouve d'une manière grandiose, voilà, enfin le mot est un peu con, mais oui, grandiose, dans les toiles de Paul Véronèse. Et puis il ne faut pas oublier que Paul Véronèse était quelqu'un de très proche de Palladio, puisqu'ils ont fait ensemble, enfin en tout cas, Véronèse a fait toutes les fresques de la Villa Barbaro, donc qui a été réalisée en Vénétie par Palladio. Mais là, vous voyez, on retrouve là, pleinement, vous voyez, cette balustre. Et c'est vrai qu'on pourrait la commenter à l'infini, parce que, voilà, il y a une chose aussi qui n'existe pas dans la colonnade, c'est que, vous voyez, il y a deux formes. Il y a à la fois le vide entre les colonnes qui dessine quelque chose, et puis il y a la balustre elle-même, vous voyez. Donc, c'est à la fois une invention, enfin, c'est à la fois dessiner un plein et dessiner un vide. Et puis en même temps, voilà, vous voyez, on voit, là, il y a des colonnes, donc il y a des colonnes corinthiennes, il y a des colonnes ioniques, il y a des colonnes, il y a toutes sortes de colonnes doriques. On voit les colonnes sont codifiées, et puis tout d'un coup, donc, il y a ce nouvel élément. Les colonnes, si vous voulez, effectivement, c'est ce qui régente, c'est ce qui te dit, à toi, n'oublie pas que toi aussi, tu es une colonne vertébrale. Tandis que la balustre, c'est l'inverse, tu vois, c'est le discours inverse. Non, tu peux t'adosser, voilà, vous voyez. Tu peux t'accouder, tu peux te laisser aller, tu peux boire, voilà. Le noce de Cana, les gens sont tous complètement ivres. Ils s'affalent par terre, ils boivent, quoi. Ils embrassent, ils s'allongent presque, vous voyez, sur la balustrade. Ils ont un rapport très intime, vous voyez, physique avec elle. Vous voyez. C'est vrai que c'est un élément de l'architecture avec lequel on a un rapport, vous voyez. Finalement, peut-être quand on a bu, on a envie de caresser absolument les balustres qui ressemblent donc à des amphores. On a envie de les toucher, on a envie de les caresser. Et donc il y a toute cette dimension qui était totalement absente dans les premières images que je vous ai fait voir, qui ressurgit, voilà, tout d'un coup dans cette toile. Voilà, on les voit maintenant beaucoup mieux. On voit leurs dessins.
on voit, voilà, et on voit les personnages, vous voyez. Hein. Ils ne sont pas devant, ils ne sont pas derrière, mais ils sont dessus. Hein, il la caresse, il la touche. Hein, c'est tout à fait, c'est un élément de l'architecture qui entretient, voilà, avec le corps un tout autre rapport que les autres éléments, disons, plus nobles, hein, comme la colonne, le fronton, la corniche. Même si la colonne, le fronton et la corniche, bien sûr, hein, elles ont, dans leurs proportions, des relations avec le corps humain, mais ce n'est pas la même chose parce qu'elles ont des relations, elles ont des rapports, hein, disons, de proportion avec le corps humain. Mais voilà, on ne va pas caresser une colonne, mais par contre, on va s'allonger, s'adosser, s'accouder à une balustrade. Et voilà, vous voyez, donc ils boivent, ils touchent, ils mangent, et tout ça au-dessus de la balustrade. La balustrade, elle sépare les espaces, bien sûr, elle canalise, hein, mais elle canalise d'une façon douce, hein, donc sensuelle. Hein, ce n'est pas du tout les barrières de protection qu'on va voir tout à l'heure. Bon, autre tableau d'Héronès, c'est vrai, je m'en lasse pas, mais là on voit avec la balustre, elle a un dessin différent. Bon, c'est plus une amphore, hein, c'est deux vases qui sont inversés, hein, et ça donne effectivement autre chose, hein, ça donne un autre dessin, bien sûr, mais ça donne aussi un autre élancement, voilà, donc à la balustrade. Tout à l'heure, effectivement, elle était, disons, elle avait une certaine pesanteur, voilà. Là maintenant, au contraire, elle acquiert avec ces deux vases superposés et inversés, hein, au contraire, une certaine légèreté, une certaine finesse, là, comme on voit là sur l'image. Bon, regardez bien les balustres. Et là maintenant, voilà, c'est Palladio, bon, c'est ma photo, c'est vrai, elle est un peu ancienne, on la voit très mal, mais en fait, voilà, c'est la même balustrade, hein, qu'on revoit donc là dans le Palazzo da Porta e Festa à Vicenza, et on voit, vous voyez, donc comment la balustrade, elle vient donc s'intégrer dans l'architecture du palais. Hein, on voit effectivement donc le socle, hein, donc avec un appareil en léger bossage. Ensuite, on a les colonnes qui sont encastrées dans la maçonnerie. Après, il y a la corniche et la balustrade. Donc, elle vient donc, se mettre en scène, hein, devant la fenêtre et puis entre les colonnes qui scandent la façade. Et puis là, elle vient, vous voyez, donc apporter, hein, cette échelle domestique. Voilà, quelque part, elle vient peut-être avec la fenêtre. Voilà, servir, elle est quelque part l'ambassadrice, vous voyez, de l'intimité du palais, hein, sur l'espace public. Bon, une photo qui est peut-être, voilà, mieux, bon, c'est pas la mienne, mais où on voit ancienne, où on voit vraiment, vous voyez, le dessin donc de la balustrade, hein, et on voit effectivement, voilà, cette licence. Finalement, ce sont des urnes, voilà, qui sont, c'est pas quelque chose qui est codifié, hein, c'est un élément qui est très sculptural, hein, qui rentre en résonance peut-être avec les sculptures allongées qui sont placées au-dessus du fronton de la fenêtre au premier plan. C'est un élément, voilà, entre les deux, mais surtout, voilà, c'est un élément, hein, qui témoigne donc sur la rue, sur l'espace public, de l'intimité du foyer. Voilà, on voit bien le dessin, là, hein, le socle, hein, l'étage noble, l'attique, et puis au-dessus de l'attique, les statues et la balustrade, hein, qui sert donc à protéger les corps et qui permet, hein, l'ouverture maximale de la fenêtre, hein, puisqu'elle laisse aussi donc passer entre ces balustres la lumière. Autre exemple, hein, donc, le Palazzo da Porta Briganza. Donc c'est un palais qui est inachevé, hein, mais là encore, c'est encore plus. Enfin, le palais est inachevé, mais c'est vrai que c'est encore plus pur, je trouve, que le dessin précédent, parce que oui, comment les choses sont organisées. Là, vous avez plusieurs socles comme ça qui soutiennent les colonnes, voilà. Et ils sont séparés par des fenêtres
Au-dessus, donc, il y a une sorte de plate-bande avec des pierres en semi-bossage. Et puis, enfin, donc, cette plate-bande, elle apparaît au niveau des colonnes. Et puis, enfin, donc, entre les colonnes, les balustrades. Et on a l'impression que le balcon, quelque part, il est juste là, si vous voulez, voyez, pour mettre en scène la balustrade qui va venir donc en avant, donc, comme un avant-poste de l'intimité sur l'espace public. On voit vraiment comment toutes les choses s'organisent parfaitement et comment effectivement la balustrade, voilà, c'est devenu voilà, un élément de langage, voilà, même si elle est d'une invention récente, au même titre que la colonne, le fût de la colonne, le chapiteau, et l'entablement et la corniche. Voilà le dessin du bâtiment entier. Il y a juste la porte et puis les deux travées à droite là, qui ont été réalisés. Mais c'est vrai que le bâtiment il est plus intéressant finalement. Bon, c'est vrai, inachevé, il a un côté. Enfin, il est plus fort parce qu'on comprend mieux finalement l'intention. On voit les colonnes, on voit les balcons qui s'avancent, et on voit les garde-corps, on voit les balustrades qui se mettent en scène au-devant de toute cette architecture et qui appellent quelque part quelqu'un dans l'intimité sombre à venir se mettre au balcon. Autre exemple, tout à fait contemporain et complètement délirant, c'est la Sathorn Unique Tower à Bangkok. Bon, c'est une opération immobilière qui avait été... Enfin, c'est un grand bâtiment, si vous voulez. C'est un condominium, je ne sais pas, un hôtel. Je ne connais pas trop. C'est peut-être un hôtel, parce qu'en fait, si vous voulez, chaque balcon qu'on va voir, il correspond pratiquement à un appartement qui s'enfonce dans la masse du bâtiment. Le bâtiment, il est extrêmement épais, puisqu'il fait 50 mètres de long à peu près, sur 40 mètres de large. Donc il est complètement ouvert sur l'extérieur. Et puis il y a ces balcons, un exèdre, qui sortent. Et ces balcons, donc, ils sont recouverts, ils sont protégés par une balustrade classique. Mais enfin, bien sûr, il y a un côté collage, il y a un côté un peu postmoderne entre la structure du bâtiment, poteaux, dalles en béton, et puis ces balustres qui viennent s'y insérer. Mais en même temps, vous voyez, il y a quelque chose à la fois de classique et de moderne aussi, voilà, parce qu'il y a deux ordres comme ça qui viennent s'encastrer l'un dans l'autre. Les éléments qui portent, ce n'est pas des colonnes, mais ce sont des piliers. Et puis un autre élément, les balustres qui portent la tablette de protection, qui vient s'insérer donc à l'intérieur de ce dispositif constructif. Voilà, c'est ça, c'est un truc, c'est fascinant, parce qu'en fait, ce bâtiment, il a été construit en 90, et puis il y a eu une crise économique en 97, et puis finalement, je ne sais pas s'il a été détruit, moi je l'ai vu, ça fait peut-être une dizaine d'années, donc voilà, il est resté comme ça, vous voyez, totalement en ruine. C'est un de mes étudiants qui m'a... Enfin, j'ai vu des photos, mais je ne les ai pas retrouvées. C'est un de mes étudiants, Benoît Desfonds, voilà, qui avait fait son diplôme là-dessus, qui m'a donné les photos. Et c'est vrai que c'est un truc totalement sidérant. Vous voyez, voilà, vous voyez, parce que voilà, là-dedans, voilà, on retrouve Palladio, enfin, on retrouve énormément de choses, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est un bâtiment, quelque part, il est totalement pur. Et en même temps aussi, peut-être que le fait qu'il n'ait jamais été terminé, vous voyez, eh bien, ça lui donne cette valeur emblématique. Vous voyez. Bien sûr, il n'y a aucun second œuvre, il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a rien. Il y a juste la structure, et puis les balcons qui viennent comme se coulisser, vous voyez, glisser dans la structure primaire. Et bien sûr, donc, il n'y a pas de protection, donc il pleut, et à Bangkok, bien sûr, contrairement à ce qu'on croit, il pleut, et donc l'eau stagne, vous voyez, donc, sur les balcons, et ce bâtiment, voilà, il devient tout autre chose, une sorte d'œuvre artistique, tout autre chose que ce pourquoi il avait été à l'origine conçu.
voyez, des images totalement sidérantes, totalement piranhésiennes donc, de ce bâtiment. Voilà, donc le garde-corps, voilà, ça sert à protéger les corps, bien sûr, on l'a vu, ça permet donc au corps d'avoir une certaine licence, voilà, ça permet au corps voilà, de s'oublier quelque part, parce qu'effectivement, au lieu de protéger soi-même son corps, eh bien, il y a je dirais, oui, il y a quelque chose, presque quelqu'un, comme un garde du corps, voilà, vous voyez, on a un garde du corps avec un gros flingue, putain, on peut faire n'importe quoi, tu vois. Tu vas au restaurant, tu bois dans le verre d'un type, tu gifles un autre mec, t'es tranquille, quoi, tu fais n'importe quoi. Et là, le garde du corps, peut-être il faut le voir un peu comme ça, voilà, il y a quand même, effectivement, l'objectivation du garde du corps. Mais ça sert aussi, on a commencé à le voir, vous voyez, à composer, à travailler sur la composition, puisque effectivement, on peut intercaler, voyez, donc, entre des éléments porteurs, les colonnes, eh bien, on peut intercaler donc, ces balustrades qui portent donc, la tablette sur laquelle on peut s'appuyer. Et on peut. Et donc, cet emboîtement, voilà, eh bien, on peut le comprendre comme l'insertion d'un ordre majeur. Voilà, dans un ordre, l'insertion d'un ordre mineur dans un ordre majeur. Ça, quelque part, c'est le b.a.-ba de la rhétorique architecturale. Voilà, bon, ensuite, le Tempietto de Bramante. Là, déjà, vous voyez, le garde-corps dans le Tempietto de Bramante, il ne sert pas à grand-chose, puisque personne ne va se balader sur la terrasse, c'est clair. Vous voyez. Donc, il ne sert pas à se protéger, pas du tout. D'ailleurs, les références de Bramante pour faire son Tempietto, c'était des temples antiques, dont effectivement, qui étaient un petit peu conçus de la même façon, mais il n'y avait pas de garde-corps entre le cylindre porté par les colonnes et puis le cylindre du dôme. Voyez. Donc c'est quelque chose qui n'est pas là pour protéger. Simplement, effectivement, il est là parce qu'il permet la composition. Voyez. Donc, parce qu'il permet effectivement de bien définir un cylindre et de bien comprendre que ce projet, ce n'est pas un cylindre avec une coupole posée sur un cylindre avec des colonnes, c'est vraiment l'insertion voilà, d'un cylindre avec une coupole dans un cylindre ajouré, un composé donc, de colonnes et de balustres. Voilà, on le voit sur la coupe, vous voyez, c'est vraiment un élément de composition. Et c'est vrai qu'on va le voir, on va voir plusieurs exemples, mais c'est une chose récurrente. On va voir que le garde-corps, finalement, il peut être utilisé donc, comme un élément à part entière de l'architecture, mais sans garder quoi que ce soit. Voilà, ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le deuxième cas. Voilà, c'est la façade ouest du château de Versailles. C'est Jules Hardouin-Mansart. Donc, le garde-corps, la terrasse, si vous voulez, elle est inaccessible. Le roi, il n'allait pas se balader sur la terrasse. Voyez. Il se baladait dans la grande galerie. Voyez. Simplement, le garde-corps, il est là pour masquer les toitures plates, et puis, effectivement, pour terminer voilà, correctement le bâtiment, parce qu'il rentre vraiment dans la composition du bâtiment. Et comme c'est un bâtiment qui est très, très long, vous voyez, il fallait vraiment, disons, affermir les trois éléments qu'il compose. Le premier élément, c'est le socle, vous voyez. Donc, il est extrêmement profond. Les arcades, elles sont presque creusées dans la pierre, vous voyez. Après, le deuxième élément, eh bien, c'est la grande galerie, c'est le corps de bâtiment. Voilà. Donc, il y a des avancées qui font bien voir, il y a des rosseaux voilà, qui font bien voir les colonnes complètement dégagées. Et puis ensuite, ces colonnes, elles sont remplacées par des pilastres. Et puis enfin, le couronnement. Et bien sûr, il fallait un couronnement voilà, proportionné voilà, je vous dis, à la grande longueur du bâtiment. Et donc, il y a d'abord un attique voilà, qui est percé de fenêtres, et puis ensuite des sculptures voilà, qui sont dans l'alignement des colonnes, des pots à feu, et puis ensuite donc un garde-corps voilà, qui vient, vous voyez, renforcer la masse des éléments qui assurent la terminaison, qui assure le couronnement de la façade. Mais ça, voilà, c'est le garde-corps, là, il est utilisé voilà, comme pour lui-même, en lui-même et pour lui-même, si vous voulez. Il n'est pas utilisé à une quelconque fin fonctionnaliste, parce qu'effectivement, aucun corps ne va se promener sur les toits du château de Versailles. Autre exemple encore plus délirant,
Hein, c'est l'église Sainte-Suzanne à Rome de Carlo Maderno, hein, où là, effectivement, le garde-corps, vous voyez, il suit la pente du fronton. Et là encore, il ne sert absolument pas, vous voyez, à protéger les corps. Il est complètement autonome, vous voyez, hein, par rapport à toute son utilisation. Voilà, et donc voilà, il existe véritablement, voilà, comme un élément de l'architecture, parce qu'il existe pour lui-même, voilà, quelque part, vous voyez, en dehors de toute fonction. Hein. Pas plus que les colonnes qu'on voit, elles portent quoi que ce soit, parce que c'est le mur qui porte, si vous voulez. Hein, et le garde-corps, lui, eh bien, il ne protège pas, hein, puisqu'il vient, hein, au-dessus d'un toit en pente, hein, et au-dessus d'un fronton. Voilà, et le garde-corps, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, on va le voir, il est apparu effectivement à la Renaissance. Bon, bien sûr, on le voit dans tout le 18e, 19e siècle, 17e, 18e, 19e siècle. Mais c'est vrai qu'on le voit ressurgir un peu sous des formes. Il est repensé, on l'a réactualisé. Hein. Ça, c'est la rue des Colonnes à Paris. C'est vrai que c'est un projet de l'architecte Vestier. C'est vrai que c'est un mec assez intéressant parce que, bon, on le présente souvent comme un promoteur, mais malgré tout, quoi, il a fait plusieurs bâtiments pendant la Révolution. D'ailleurs, c'est un des rares à avoir construit. Et c'est vrai qu'il a vraiment, disons, repensé, vous voyez, le garde-corps, la balustre. On ne le voit pas très bien sur la photo. Bon, c'est à la fois, les immeubles de la rue des Colonnes, ils sont à la fois classiques, néo-grecs, ils sont aussi un peu égyptiens, parce que, avec les palmettes. Et là, on voit les garde-corps, vous voyez, on retourne, là, on revient vers la colonne, mais c'est une colonne, c'est ça qui est intéressant, c'est une colonne qui est, disons, très conique, voilà, qui est conique d'une manière très prononcée. Voilà, voyez. Et donc ça permet effectivement c'est comme une sorte de réflexion, de commentaire, de recherche, voilà, voyez, sur la colonne que l'on a vue au début, là, la colonne de la Cadoro, là, donc la petite colonnette, et puis la balustre, comme elle apparaît dans les tableaux de Véronèse, parce que là, donc, ce sont des balustres, là, qui reprennent la forme des colonnes, qui reprennent la forme des colonnes grecques, qui sont assez évasées, hein, lorsqu'elles touchent le sol, mais en amplifiant, vous voyez, donc, hein, au maximum, hein, cet évasement. Bon, autre exemple, Albert Laprade, hein, pour le palais de la Porte Dorée. Donc là, c'est aussi un truc assez étonnant, parce que voilà, il a fait donc une grande colonnade qui tient le toit, et puis après, donc, entre les colonnes, voilà, oui, il faut voir ce bâtiment en se rappelant, hein, des temples de Paestum que j'ai fait voir tout à l'heure. Là, il y a une colonnade. Bon, bien sûr, c'est vrai que la colonnade, elle est posée sur un socle qui est assez haut, assez dangereux, alors que Paestum, tout à l'heure, c'était un stylobate avec des marches, certes, de 40 degrés, mais qui ne justifiaient pas forcément un garde-corps. Mais là, vous voyez, voilà, il y a cette insertion, hein, des deux échelles. Voilà, donc l'échelle du corps, l'échelle qui est portée par le garde-corps, et puis l'échelle monumentale. Mais simplement, c'est vrai qu'il y a un truc qui marche. Enfin, si vous voulez, quand on a vu les projets de Palladio tout à l'heure, on a compris qu'il y avait une volonté de trouver une harmonie, voilà, entre les colonnes qui entouraient la fenêtre et puis les balustres du garde-corps. Il y avait la volonté de... Là, non, il y a une sorte de schisme, vous voyez. Hein, il y a, entre les deux échelles, il y a l'échelle minuscule, qui est vraiment minuscule, et puis l'échelle majuscule, hein, qui est vraiment majuscule. Et quelque part, la relation, elle ne s'effectue pas véritablement. Voilà, on voit encore ici. Bien que là, on voit mieux les choses, parce que c'est vrai que les proportions, en tout cas, sont complètement différentes, hein, puisque les colonnes qui tiennent le toit, elles sont très fines, très élancées, tandis que les garde-corps, la balustrade, les balustres, hein, vous voyez, elles sont quand même beaucoup plus épaisses, beaucoup plus pesantes. Donc il y a quelque chose là, qui revient de tout ce qu'on a vu dans les projets précédents. Et surtout, donc, je pense que voilà, le mec qui a bien réfléchi à ça aussi, en tout cas au début de sa carrière, hein, c'est Christian de Porzampar. Par exemple, la rue des Hautes-Formes, voilà, donc, hein, la rue des Hautes-Formes, c'était l'idée d'avoir, sur l'emplacement de la prison de la Roquette, hein, c'était l'idée d'avoir un parc urbain
complètement fermé, complètement entouré de bâtiments, comme le Palais Royal à Paris. Et donc là, il n'y a pas vraiment de colonnes, mais ce sont des exèdres comme ça qui s'ouvrent sur le parc. Et effectivement, les extrémités des exèdres dessinent des colonnes, et les extrémités des exèdres, elles sont fermées donc, par une architrave, hein, donc qui redéfinissent quelque part, et cet élément-là, il redéfinit une colonnade classique, et comme chez Labrade tout à l'heure, mais d'une manière plus mesurée, plus sensuelle. Vous voyez, il y a donc ce garde-corps qui va venir se glisser, vous voyez, donc, dans l'ordre majeur. Donc il y a cet ordre mineur qui vient s'articuler, s'insérer dans l'ordre majeur. Il y a le minuscule, voilà, qui vient parfaitement s'insérer dans le majuscule. Voilà. Et c'est vrai que c'est ça aussi la leçon. C'est l'idée d'arriver à gérer la complexité. Voilà. C'est vrai que l'architecture, c'est pas si simple que finalement Paestum, c'est fadoche, quoi. Excuse-moi. C'est quoi des colonnes? Là, c'est beaucoup plus compliqué, hein, quand Paestum, c'est fadoche parce que finalement le temple, c'est la maison de Dieu, et puis les hommes d'un Dieu, et les hommes, ils n'ont rien à faire dedans. Tandis que là, c'est vrai que c'est plus compliqué, hein, puisque effectivement, il y a la volonté justement d'arriver à intégrer, hein, les deux échelles, l'échelle monumentale, hein, donc l'idée d'un palais royal, hein, l'idée d'une façade, hein, qui entoure un jardin fermé, et puis donc insérer, hein, à l'intérieur de cette échelle monumentale une échelle plus domestique, hein, un garde-corps qui a un rapport direct avec le corps humain. Voilà, tout est dessiné, tout est mesuré, tout est proportionné. Vous voyez, toute l'histoire de l'architecture, elle est parfaitement intégrée dans un dessin qui est totalement contemporain. Autre exemple, toujours de Christian Ponzon-Parr, c'est le conservatoire et la maison de retraite de la rue Jean-Nicot. C'est vrai que j'ai pas... je remercie Babette Nicolo qui m'a communiqué ces photos, mais en même temps, je ne les ai pas toutes mises. Et c'est vrai que bon, la rue Jean-Nicot, donc, le programme était mixte. Il fallait faire un conservatoire et puis, disons, une maison de retraite. Bon, je ne me rappelle pas trop du concours et puis des gens qui avaient répondu, mais en général, tout le monde avait fait un bâtiment avec un conservatoire et puis une maison de retraite. Et Christian Ponzon-Parr, lui, il a séparé les choses, donc il a vraiment fait un conservatoire, il a monumentalisé au maximum, et puis à côté, donc, il a fait une maison de retraite. Et puis effectivement, ces éléments, ils sont rentrés comme ça, vous voyez, en dialogue. Donc là, on voit à gauche le conservatoire, donc c'est une sorte de temple, quelque part, bon, bien sûr, totalement réactualisé, parce que les salles de danse, elles ne peuvent pas être ouvertes complètement sur la ville, il faut qu'elles soient fermées, parce qu'il faut des miroirs, des choses comme ça. Donc, et les salles de musique, oui, les salles de musique, il faut bien sûr se préserver du bruit extérieur, et puis il ne faut pas non plus faire du bruit à l'extérieur. Donc effectivement, c'est un bâtiment plutôt opaque, mais qui est posé, vous voyez, on pourrait dire sur des pilotis, mais ces pilotis, ce sont des colonnes quand même, voilà. C'est des pilotis qui prennent l'apparence de colonnes, qui ont plutôt des proportions d'une colonne que de pilotis. Et puis de l'autre côté, donc, il y a la maison de retraite. Et justement, ce qui est intéressant, c'est comment, vous voyez, les deux éléments, ils vont être mis en relation. Bon, la partie qu'on ne voit pas, qui est complètement à droite, hein, là on voit des fenêtres, il y a aussi des garde-corps. Mais surtout, vous voyez l'élément qui fait la jonction, hein, c'est une sorte de tour, hein, qui est aveugle, qui appartient à la maison de retraite. Et puis en haut, vous voyez, donc, il y a une loggia, et puis sur la loggia, donc, il y a un seul garde-corps, vous voyez, qui se met en scène, et justement, vous voyez, qui affirme là, hein, une dimension domestique, alors que de l'autre côté, la dimension domestique, elle est évacuée, hein, puisque c'est un bâtiment public, hein, et c'est un bâtiment qui est destiné plutôt à la musique, vous voyez, que aux musiciens, ou l'apprentissage de la musique. Hein. En tout cas, c'est un bâtiment qu'on n'habite pas. Donc, oui, c'est un bâtiment qu'on habite. Et malgré tout, il fallait effectivement ne pas faire une articulation. Donc, il y a une certaine monumentalité. Et à l'intérieur de cette monumentalité, grâce au garde-corps, vous voyez, qu'on voit là, hein, eh bien, il y a la mise en scène donc, d'une intimité. Voilà, on le voit très bien ici, vous voyez, l'opposition comme ça, hein, d'un côté entre
disons, le caractère monumental du conservatoire, hein, avec les pilotis qui prennent l'apparence des colonnes, hein, qui soutiennent donc la masse du bâtiment, et puis au fond, hein, donc, le garde-corps hein, qui se met en scène à l'intérieur de la loggia. Hein, d'un côté, vous voyez, donc, l'affirmation du caractère public de l'édifice, et puis de l'autre côté, donc, tout en restant empreint d'une certaine monumentalité, hein, l'affirmation d'une certaine intimité. Voilà, on voit l'ensemble des bâtiments hein, qui sont totalement séparés. Et justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, ça dépasse un peu la question du garde-corps, mais hein, la question aussi, mais pas tant que ça, quelque part, parce que l'idée de Port-en-Parc, c'était vraiment, vous voyez, de faire ville, hein, donc, de ne pas faire un bâtiment public qui soit aussi une maison de retraite, c'est des programmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais plutôt de les mettre en légère tension, hein, pour qu'ils puissent dialoguer les uns avec les autres, hein, et aussi donc, voilà, de faire ville, de faire rentrer l'espace public à l'intérieur du bâtiment, hein, de créer une placette. Et c'est vrai que voilà, le garde-corps, on pourrait dire aussi que voilà, ça permet aussi donc, justement une certaine disons, mise en scène de l'intimité hein, dans un espace public. Et ça permet aussi, quelque part, ça permet aussi de faire rentrer la ville dans le bâtiment et de faire rentrer l'intimité dans la ville. Voilà, un très bon dessin de Christian Port-en-Parc. Un autre exemple, beaucoup plus récent, c'est l'immeuble de logement à Boulogne-Billancourt qui a été fait par les architectes suisses Diener et Diener. Bon, c'est un bâtiment de logement assez classique, hein, donc avec des loggias, des loggias. Et simplement, il a une double façade, donc il a une façade qui correspond très fonctionnelle finalement, qui correspond au logement. Là. Et puis, devant cette façade, il y a une surfaçade qui elle est très dessinée. Voyez, et qui reprend hein, donc, plus ou moins vous voyez, l'articulation entre ce sont des panneaux préfabriqués hein, qui reprennent donc l'articulation entre la balustrade et puis la colonnade. Et c'est vrai que la balustrade, c'est vrai qu'elle est très intéressante finalement parce que tout à l'heure, vous voyez, chez Port-en-Parc, chez Laprade, hein, c'était des balustres qui étaient, disons, retravaillés. Bon, c'était simplement de simples parallélépipèdes. Mais l'accent était plutôt mis hein, sur le plein. Hein. Mais comme je l'ai dit au départ, la balustre, c'est à la fois un plein et un vide. Et là, voilà, c'est plutôt l'accent est plutôt mis hein, sur le vide. Et c'est vrai que quand on passe devant ce bâtiment, il est très simple. Mais bon, il se passe quelque chose, c'est clair. Il établit une relation avec la rue qu'on ne retrouve pas, enfin, on retrouve très peu ailleurs à Boulogne-Billancourt. On voit les deux façades, bon, c'est à gauche, ah, puis là c'est la photo de l'agence. On comprend bien voilà, donc, comment ça a été dessiné. Voilà, mais le garde-corps, c'est sûr que ça sert aussi à se garder des corps. Voilà. Ça, c'est la barrière Vauban, la barrière de protection anti-foule, hein, la barrière la barrière de la police, voilà, pour canaliser la foule. Hein, ce n'est pas des barrières qui ont été utilisées hier devant le Conseil constitutionnel, mais enfin oui, voilà, quand il y a des manifestations, donc effectivement, on utilise les barrières. Et là, ce n'est pas du tout pour protéger les corps, c'est pour se garder des corps, c'est pour les mettre au maximum à distance, si vous voulez. Voyez. Et pour les canaliser. Voyez. Voilà, c'est un peu l'image donc, des émeutiers pro-Trump en 2021, donc, qui sont canalisés par la police grâce donc, à ces barrières. Voilà, donc il y a un côté, voilà, dans le garde-corps, je pense il y a beaucoup, c'est complexe, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a ce côté protecteur, il y a ce côté, disons, sensuel, voilà, qu'on a vu chez Véronèse. Et puis là, c'est sûr qu'on n'est plus chez Véronèse, et il y a ce côté, au contraire, vous voyez, presque sadien, là, vous voyez, hein, ou en tout cas policier, là, vous voyez, hein, où on canalise les corps, on les met à distance, on se garde des corps. Ça, c'est le travail de Didier Faustino. Bon, c'est un architecte très intéressant, toujours à la limite entre l'art et l'architecture, voilà, qui a repris le thème de cette
barrière anti-émeute qui s'appelle barrière Vauban, voilà. Et puis il a défini lui-même, vous voyez, d'autres éléments de barrière, c'est ce qu'on voit dans l'image. Et ces éléments de barrière, donc à la fois, vous voyez, ils reprennent la barrière Vauban contemporaine, mais aussi donc ils reprennent les grilles du XVIIe siècle, les grilles des parcs du XVIIe siècle. Et quelque part aussi, le dessin, bien sûr, donc, renvoie donc, au côté militaire, policier de la barrière, puisqu'il reprend, vous voyez, chaque fois des forts de Vauban avec les barrières. Quelque part, voilà, il nous rappelle, vous voyez, cette dimension, malgré tout. Il y a une dimension, là, je répète, protectrice, mais il y a aussi une dimension, disons, presque policière, sadienne, voilà, dans le garde-corps. Bon, le garde-corps, ça peut être du béton, ça peut être du marbre, ça peut être du calcaire, mais c'est vrai qu'on peut aussi le simplifier. Et d'ailleurs, c'est tout le travail, bon, c'est pas les seuls, bien sûr, j'aurais pu parler d'autres architectes, mais c'est le travail quand même d'Odile Sellers et de Jacques Lucan, voilà, à la fois, il le théorise, et puis il l'emploie. Donc, ils ont construit quelques logements à Paris. Odile Sellers, je crois que pour cette opération, elle a eu l'équerre d'argent, ou en tout cas le prix de la première œuvre, peut-être. Enfin, elle a eu un prix, voilà, donc c'est un truc très regardé. Et c'est vrai que voilà, ce qui est intéressant, malgré tout, dans cette architecture, elle simplifie tout. Voilà, elle se veut banale, minimaliste. Et c'est vrai que voilà, les éléments, ils sont réduits à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on voit? C'est un immeuble de logement social. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Bon, on voit les dalles en béton. Bon, c'est sûr, c'est des planchers, c'est porté. Elles sortent, ça devient des balcons. Après, on voit, si vous voulez, les volets. Bon, ils prennent une importance. Ils prennent un relief. Les volets, ils sont pas. Et les volets, ils sont pas. Ils sont pas pivotants. Ils sont coulissants. Donc, il y a aussi une toute petite innovation. Et puis enfin, voilà. On voit le garde-corps. Bon, le garde-corps, il est en métal, il est métallique, vous voyez. Il est le plus simple possible. Mais, quelque part, comme il y a très peu d'éléments, vous voyez, tout d'un coup, il prend une certaine profondeur, vous voyez. Et voilà, et quand on le regarde, voilà, l'impression, il est simple. Mais quelque part, dans ce garde-corps, il y a, vous voyez, les garde-corps de la Prade, peut-être, vous voyez. Il y a aussi, peut-être, aussi, si on cherche bien, les garde-corps de Véronèse, même s'il n'y a pas de sensualité, mais si quand même, puisque la lisse, vous voyez, l'appui, il est en bois, il n'est pas en métal. Vous voyez, donc il y a une sorte de simplification, et comme tout est simplifié, eh bien, les seuls éléments qui subsistent, eh bien, ils prennent un relief extraordinaire, quoi. Voilà, autre exemple de ce bâtiment, là, je l'avais, au passage Goua, je l'avais visité, donc ça rappelle effectivement, il y a un côté un peu carcéral, il y a un côté, ça rappelle aussi un petit peu les architectures de la tendenza italienne, comme chez Grassi ou Aldo Rossi. Mais là, il y a en tout cas un garde-corps, et c'est pareil, vous voyez, donc comme tout est simplifié, voilà, le garde-corps, eh bien, il prend une profondeur, même s'il est vraiment réduit au maximum, il prend une certaine profondeur. Là, on retrouve les mêmes éléments de vocabulaire, vous voyez, les volets coulissants, bon, les fenêtres sont plus étroites, les persiennes qui coulissent, ici elles sont plus étroites. Et donc tous ces éléments, donc, ils acquièrent une certaine inertie, une certaine profondeur, parce que justement, ils sont extrêmement sélectionnés. Et donc, je le répète, ils parviennent à avoir un relief maximal. Voilà, et là, c'est de jeunes architectes, c'est NP2F, qui sont tout à fait dans cette tendance-là, et qui sont assez intéressants. C'est un bâtiment très particulier aussi, c'est la cathédrale des sports à Bordeaux. Donc, vous voyez, c'est un bâtiment qui ne demande pas beaucoup de cloisonnement, finalement, parce que ce sont des terrains de sport qui sont superposés, voilà. Donc, donc il n'y a pas d'enveloppe. Le bâtiment, il n'a pratiquement pas d'enveloppe. Enfin, si, il y a des filets anti-vent, mais ils sont pratiquement invisibles.
Mais donc il y a une structure, parce qu'il y a des poteaux là, qui tiennent les dalles, bien sûr, il faut tenir les dalles, ou qui tiennent les poutres. Voilà, plutôt, il y a des poteaux qui tiennent les poutres, qui tiennent les dalles. Et puis ce dispositif-là, très simple, il est pratiquement seulement équipé, voilà, vous voyez, par des garde-corps, par des garde-corps filaires, comme ceux de Lucan et Seller. Et donc on retrouve, vous voyez, cette idée qu'on a vue aussi donc, à Bangkok, vous voyez, ce sont de deux éléments comme ça qui viennent s'insérer l'un dans l'autre, avec deux échelles différentes. Et puis on peut dire que quelque part, l'architecture c'est peut-être ça, simplement. Si vous voulez, voilà, il suffit d'avoir les éléments porteurs qui symbolisent aussi le bâtiment, et puis après donc des éléments protecteurs qui symbolisent les gens qui occupent le bâtiment. Et puis finalement, ça y est, l'architecture est là, le bâtiment, il est là. Et c'est un peu ce qu'ils ont développé. Voilà, le projet est en cours, donc on voit la structure en béton, vous voyez. Et c'est vrai que tout ça, ça a été dessiné, bien sûr. On voit les proportions, vous voyez. Bon, bien sûr, il faut porter, mais le dimensionnement, il est extrêmement juste, vous voyez, entre les éléments qui portent. Il n'est pas uniquement fonctionnel. Hein, les retombées de poutres qui portent les dalles. Tout ça, ça entretient, voilà, vous voyez, un lointain rapport avec les colonnes que l'on voyait tout à l'heure dans les tableaux de Véronèse. Ensuite, vous voyez, il y a ce qui vient équiper cette structure. Ce qui vient équiper cette structure, voilà, c'est très proche de l'immatériel, comme justement, vous voyez, ce practice de golf là qu'on voit très souvent dans les paysages des villes japonaises ou asiatiques. Qui vient donc se greffer sur le bâtiment, qui vient équiper le bâtiment. Là, comme s'il y avait, vous voyez, deux types d'éléments, les éléments donc, porteurs en béton, les éléments lourds, là, inertes, en béton, qui portent, et puis après, donc, des éléments beaucoup plus fins qui viennent équiper cette première structure et qui permettent de protéger les corps, les actions de ces corps. Effectivement, les grillages qui sont portés par la structure en métal, elles permettent donc aux gens qui frappent dans des balles de golf de ne pas les envoyer partout dans la ville. Et c'est pareil, donc, dans les autres salles de sport, il y a d'autres éléments, donc d'autres dérivés du garde-corps, qui permettent effectivement, quelque part, disons, de protéger, vous voyez, toutes les extensions du corps. Le mec qui frappe dans une balle de tennis, ben c'est lui qui frappe. La balle, il faut pas, quelque part la balle, c'est une extension de son corps. Il ne faut pas qu'elle tombe à l'extérieur. Et donc il y aura des filets, des grillages qui sont comme des extensions de garde-corps qui vont donc protéger. Vous voyez, toutes ces actions donc, très particulières du corps en mouvement, du corps sportif. Voilà, c'est la coupe. Voilà, on voit bien, sur l'axonométrie, on voit bien, vous voyez, comment ils ont bien dessiné, vous voyez, donc tous les garde-corps qui viennent s'insérer dans la structure. Les barres verticales que l'on voit, ce sont des éléments qui permettent de maintenir les filets anti-vent, et puis aussi les filets qui protègent, justement, qui empêchent les balles de sortir du bâtiment. Voilà, et là, on voit aussi, en bas de l'image, vous voyez, sur le plan, des salles qui sont une batterie de salles de sport, je crois que c'est des cours de tennis. Et tous ces cours de tennis, après, ils sont protégés par des garde-corps. Voilà, alors l'image est assez juste, vous voyez, c'est voilà, l'architecture, voilà, comme un élément, enfin, l'association, l'articulation, l'intégration de deux types d'éléments, les éléments porteurs et les éléments protecteurs. Et là, c'est les images donc, les représentations avant la construction. Mais vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, ils utilisent le garde-corps. Le garde-corps, ça fait référence au corps, ça fait référence à des usages du corps. Et la représentation, elle tient compte, vous voyez. On dirait, vous voyez, elle est très inspirée quelque part du douanier Rousseau. Elle est très naïve,
Voilà, quelque part, elle cherche aussi donc, à mettre en évidence les différents usages qui peuvent avoir lieu dans le bâtiment. Enfin, c'est pas très explicite, mais je crois qu'on va voir peut-être tout à l'heure des images qui le sont plus. Bon, c'est pas très explicite. Mais bon, vous voyez, voilà, on sent quand même malgré tout que c'est quelque chose d'habité. Ça, c'est un terrain de mini-golf. Hein, et voilà, on comprend finalement que voilà, ça s'est mis dans la représentation du projet. Hein, et on comprend que, justement, il y a effectivement l'insertion des deux registres, vous voyez, le registre primaire, voilà, donc le registre majeur, les colonnes en béton, et puis le registre mineur. Les colonnes en béton, ça permet effectivement d'affirmer une certaine monumentalité, et le registre mineur, lui, ça permet de correspondre donc, à de multiples usages dont la perspective rend compte. Voilà, autre, toujours NP2F, mais avec une agence belge, l'agence Office Gers, Kersten Gers et David Van Severen. Donc, ils ont travaillé sur la caserne Reuilly, ils ont fait des logements, ils ont réhabilité la caserne en logement, une partie de la caserne en logement, pardon, et puis ils ont fait des constructions neuves. Et vous voyez, c'est intéressant parce que, voilà, donc il y a tous ces bâtiments nouveaux, là, vous voyez, ils ont pratiquement bon, c'est un peu pas la leçon de Lucan, je ne pense pas, mais enfin, en tout cas, il y a des correspondances entre Lucan et puis ce type d'architecture, hein, parce que tout est très simple. Là, les fenêtres sont carrées, vous voyez. Les fenêtres, vous voyez, tout est fait pour faire en sorte que, même si les choses sont différentes, parce que, vous voyez, là, le bâtiment à droite, il est plus percé que le bâtiment à gauche, mais les fenêtres, elles ont pratiquement la même proportion, et donc on a l'impression que finalement la façade, c'est simplement une trame carrée, hein, qui est découpée. Et puis après, voilà, il y a très peu d'éléments. Donc il y a les balcons, et puis bien sûr les garde-corps. Et surtout, bon, vous voyez, vous avez même un garde-corps qui est en toiture, mais la toiture, elle n'est pas accessible. Vous voyez, donc c'est un garde-corps exactement comme le garde-corps de Versailles de Jules Hardouin-Mansart ou le garde-corps de Sainte-Suzanne de Carlo Maderno. Mais c'est un élément qui est autonome, un élément de l'architecture qui est autonome. En fait, si vous voulez, ils avaient quand même besoin de mettre une ligne de vie, hein, pour les gens qui doivent monter sur la terrasse pour réparer toutes les gaines qui sont en général mises en toiture. Mais plutôt que de mettre une ligne de vie, donc effectivement, ils ont préféré mettre carrément donc, un garde-corps. Ce garde-corps, justement, comme le garde-corps qui était employé par Mansart, comme la balustrade qui était employée par Mansart à Versailles, voilà, permettent, vous voyez, hein, de se constituer comme un couronnement, hein, du bâtiment. Voilà, donc des balcons, des garde-corps, des fenêtres carrées, des stores, et tout est simple, hein, et tout est mis en avant. Et justement, comme ces éléments, vous voyez, comme le garde-corps, la fenêtre, sont mis en avant, c'est quelque part... Bon, bien sûr, tout est rigoureusement tramé, hein, c'est vraiment des bâtiments qui sont, disons, très étudiés géométriquement. C'est une géométrie. Voilà, on rentre dans une géométrie, ça c'est évident. Là, on rentre dans une géométrie. Et cette géométrie, c'est vrai que voilà, elle va peut-être élever, elle va dresser les habitants, elle va les dresser à l'ordre géométrique. Hein. Mais en même temps, voilà, donc il y a une certaine licence, hein, qui est donnée justement par tous ces éléments domestiques, hein, qui arrivent au premier plan, hein, comme le garde-corps, comme le store, comme la menuiserie de la fenêtre. Hein. Et donc il y a une certaine... Voilà, il y a une relation, voilà, disons, assez harmonieuse entre ce qui est de l'ordre de la dureté architecturale et puis, au contraire, ce qui est de l'ordre de la licence. Voilà, c'est la manière dont ils travaillent, vous voyez. Parce qu'ils intègrent les garde-corps, mais ils intègrent aussi le pot de fleurs, et puis ils réfléchissent toujours donc, aux usages, aux situations. Quelque part, les situations, même si elles ne sont pas clairement représentées, elles font absolument partie du projet, et puis elles entrent, donc, malgré tout, dans sa représentation intérieure. Voilà, donc, toujours l'idée, un dessin très naïf, vous voyez, donc, qui ne rappelle pas du tout Véronèse, mais plutôt Denis Rousseau, avec toutes ces plantes, comme ça, toutes ces plantes domestiques, très communes, hein, mais qui créent malgré tout une sorte d'impression
étrangeté. Et là, les garde-corps, voilà, qui couronnent le bâtiment. Mais vous voyez, c'est des garde-corps très compliqués, parce qu'en fait, vous voyez, les garde-corps des balcons, ils sont simples. Le garde-corps, il est simplement fixé sur la dalle du balcon. La dalle du balcon, elle n'est pas isolée. Et par contre, sur la terrasse et sur la toiture, vous voyez, on voit les éléments obliques, hein, ce qui permet de tenir le garde-corps, parce que le garde-corps, il ne vient pas se fixer directement sur la dalle, parce que la dalle, elle est protégée par une étanchéité. Donc ça devient un truc... Ça paraît simple, mais c'est un truc qui est hyper complexe. Voilà, bien sûr, il n'y a presque rien, mais quand même, malgré tout, tout ce qu'on attend de la domesticité, bon, c'est présent. En tout cas, voilà. Et là, par exemple, c'est dû vraiment donc, au garde-corps métallique qui vient ceinturer le balcon. Voilà, puis là, c'est le truc dont je parlais tout à l'heure, vous voyez. Le garde-corps ne peut pas être spité sur la dalle, parce qu'il y a une étanchéité. Et donc, ça demande un système très, très complexe pour pouvoir le poser sur la terrasse et puis ensuite sur la toiture. Voilà, autre exemple encore de balcon et de garde-corps, hein, c'est la réhabilitation, la rénovation de la préfecture de Paris, hein, donc par David Chipperfield. Donc, la préfecture de Paris, c'est vrai, c'est un bâtiment de l'APRAD, vous voyez, c'est le bâtiment administratif des années 50, voilà. Donc oui, c'est après la guerre, les choses se remettent en place, il faut vraiment affirmer le pouvoir de l'État. Donc voilà, c'est un bâtiment classique, extrêmement dur, voilà, vous voyez, avec des néoclassiques extrêmement durs. Voilà, donc c'est des bureaux très simples. Là, c'est la façade donc, de la rue derrière, la rue Agrippa-d'Aubigné. Vous voyez donc des poteaux qui sont engagés dans la façade, avec des fenêtres des bureaux. Et puis là, c'est le travail de David Chipperfield que je trouve absolument génial, hein, parce qu'il a juste, vous voyez, inséré des balcons et surtout des garde-corps filaires, voilà, dans cette colonnade. Et tout d'un coup, voilà, il a tout changé. Il a changé complètement l'échelle du bâtiment. Et surtout, voilà, il a trouvé le bon dosage, vous voyez, entre l'échelle monumentale, qui est conservée, bien sûr, et puis l'échelle domestique, hein, qui vient de l'atténuer. Voilà, vous voyez. Hein, c'est vrai que c'est pas la préfecture de Paris, hein, c'est vraiment donc un immeuble d'habitation. Et tout ça, vous voyez, grâce à l'insertion, hein, d'un rythme minuscule, voilà, dans un rythme majuscule. Voilà. On peut aussi, bien sûr, mettre le garde-corps d'exergue. Bon, ça, c'est juste le projet d'un de mes étudiants de diplôme. Je ne sais pas son nom. Bon, peu importe. Il travaille sur la gare du Nord et il veut faire au-dessus des voies donc, une école de commerce. Puis il a beaucoup travaillé, beaucoup fait d'essais. Et donc, il a beaucoup. Et parmi ces essais, il y avait cet essai-là qui m'avait vraiment intrigué parce que, voilà, vous voyez, c'est juste toujours pareil. C'est juste 2 éléments et ça fait le bâtiment. Ou 3 éléments avec l'escalier. Voilà. Mais il y a la structure, donc il y a les poteaux, des dalles fines et puis donc un système de poutraison et puis les garde-corps. Et les garde-corps, c'est vrai qu'ils sont, mais je trouve parfaitement. Bon, c'est pas des garde-corps. Disons, filaires, comme tout à l'heure, ils sont un tout petit peu plus compliqués, mais ils rentrent parfaitement, vous voyez, en correspondance avec la structure du bâtiment, et ils font que, voilà, ces 2 éléments, ils font ça devient, oui, c'est pas simplement, on voit pas un bâtiment non fini, mais on voit vraiment donc une architecture, c'est-à-dire que voilà, il y a des éléments qui portent, hein, et puis des éléments qui protègent, et ça devient effectivement un bâtiment, une architecture, un bâtiment. Bon, autre exemple, c'est le logement de la rue Campagne Première de Francis Solaire. Bon, ce sont des logements privés, donc c'est rue Campagne Première. Bon, c'est vrai que c'est au cœur de Paris, hein. Mais c'est vrai que c'est un truc assez. Bon, il fallait, je pense, en parler. C'est peut-être pas le meilleur projet qu'il a fait, mais parce qu'il a fait aussi rue Cardinet. Mais rue Cardinet, je
je ne l'ai pas visité, donc je préférais parler de celui-là. Parce que quand on rentre dans la cour, c'est vrai qu'on est hyper impressionné. Parce que là, il y a un côté très dur, vous voyez, parce qu'on est vraiment confronté voilà, à ces garde-corps comme des boucliers, comme des boucliers de CRS. Et puis, voilà, mais quelque part, bon, pourquoi pas, vous voyez, renforcer l'idée de protection avec ces garde-corps en treillis métalliques. Parce que c'est vrai qu'après, bon, les bâtiments, il y a des grandes terrasses, il y a des balcons, mais on se sent voilà, très, très protégé. Vous voyez, voilà, on se sent hyper protégé, hein, parce que justement, les garde-corps, eh bien, c'est vraiment l'élément constitutif de la façade. Vous voyez. Alors, derrière les balcons, donc il n'y a pratiquement pas de façade, tout est vitré. Donc, et là encore, vous voyez, vous avez la structure, et puis après, devant, donc, eh bien, l'équipement de cette structure, un des éléments qui viennent protéger les corps. Et vous voyez, les garde-corps, enfin on le voit parce qu'on voit la lisse, ils sont beaucoup plus hauts qu'habituellement, vous voyez, hein, pour justement avoir cette idée d'une sorte de surprotection des corps. Voilà, habiter donc dans un endroit, voilà, vous voyez, quelque part, on se sent quelque part qui est totalement ouvert, mais dans le même moment où on se sent tout à fait surprotégé. Voilà, tout est ouvert, hein, tout est absolument ouvert. Il y a toute la façade est vitrée, mais en même temps, on est surprotégé. Dans le garde-corps, bien sûr, on va voir qu'on peut aussi chercher à le rendre transparent, vous voyez, presque à faire en sorte qu'il s'évanouisse, qu'il devienne, qu'il disparaisse. Hein. Tout ça, c'est les garde-corps en verre, en stadip, vous voyez, ce verre trempé, là, qui est extrêmement solide. Et donc, c'est vrai que, voilà, là, par exemple, c'est un projet de l'atelier Quimpetil à Anvers. Enfin, il est vraiment assez étonnant, parce que voilà, c'est un projet voilà, où tout tient, vous voyez, par la proportion de la structure porteuse. Vous voyez. Donc, il y a des doubles niveaux au niveau du rez-de-chaussée, parce que ce sont des commerces ou des c'est pas des commerces, mais il y a des agences immobilières, des choses comme ça, enfin des services, des commerces. Voilà, donc il y a un double niveau. Il y a un rez-de-chaussée et un entresol. Hein, voilà, ça crée un double niveau. Après, ce sont des appartements. Il y a un double niveau où ce sont il y a des commerces et puis des bureaux. Et puis après, vous voyez, c'est des logements. Voilà, donc ça se rétrécit. Et puis enfin, vous voyez, en toiture, tout ça remonte hein, pour créer justement un effet datique, hein, comme on l'a vu chez Mansart tout à l'heure. Et donc vous avez vraiment, vous voyez, donc d'abord le socle du bâtiment, voilà, très, très, très profond. Ensuite, les étages nobles, et puis ensuite, effectivement, donc un couronnement hein, avec une plus grande distance entre la dalle qui termine l'opération et puis la dalle du quatrième étage. Voilà, c'est revenir avec très très peu d'éléments, revenir aux proportions pratiquement du Palais Médicis à Rome, là, de San Gallo. Hein, voilà, il y a une base, un corps de bâtiment, un couronnement. Essayer de retrouver, vous voyez, quelque chose de classique avec très très peu d'éléments. Et là, le plan, vous voyez, bien sûr, il est très schinkelien, très simple, c'est un carré, avec une cour, un patio au centre, hein, et puis donc de très très grands balcons, hein, de plus de 2 mètres de large, et de très très grandes coursives aussi qui donnent sur la cour. Bon, la façade sur cour, j'aurais pu la montrer parce que c'est des garde-corps filaires en métal, et par contre, donc, sur la façade, il n'y a rien. C'est juste un garde-corps à peine perceptible, vous voyez, un garde-corps en verre, un garde-corps en stadip, pour que justement, ils ne viennent pas interférer avec le rythme, vraiment très contrôlé, très pensé, des éléments en béton préfabriqués hein, qui tiennent donc les différents plateaux, les différents niveaux. Et la plus grande hauteur sous plafond au dernier étage, en fait, elle ne concerne que le balcon, hein, puisque je crois qu'on voit la coupe après. Voilà, donc, vous voyez, là, il y a une grande hauteur sous plafond, mais après, il y a un creux, et c'est là où on va mettre toutes les gaines,
toute la ventilation, toute la ventilation mécanique, tout ça, ça va être mis là, et c'est absolument pas vu de l'extérieur, ni des immeubles avoisinants. Et en plus, donc cet élément-là, il permet ça, mais il permet aussi d'avoir un véritable couronnement. Et puis là aussi, on voit, vous voyez, la façade sur la cour, avec les garde-corps filaires, qui est plus domestique que la façade principale, parce que justement, c'est la façade des coursives, et donc on le comprend. Voilà, une sorte d'ouverture totale sur le fleuve. Bon, autre exemple, c'est reflet en scène, l'opération de Jean-Marc Ibos et Myrto Vittard. Et là, c'est vrai que toute la réflexion des architectes, c'est là-dessus. C'est sur le balcon, sur le garde-corps, sur effectivement être protégé, parce que quand même, on est à Boulogne-Billancourt, on est face à la Seine, donc s'ouvrir au maximum sur la Seine, mais tout en ayant une protection maximale, sans voir véritablement la protection. Voilà, parce qu'on voit un petit peu sur l'image, vous voyez, voilà, vous avez les garde-corps filants, ici, en vert, et puis derrière, vous voyez, à certains endroits, on voit, c'est fermé, parce que c'est une loggia qui peut se fermer, grâce à des panneaux vitrés sans menuiserie, qui coulissent et qui pivotent, donc qui se ferment ou qui s'ouvrent, là c'est ouvert, voilà, là c'est fermé, là c'est ouvert, voilà, et là c'est le système, vous voyez, donc le garde-corps vitré, les éléments vitrés qui coulissent et qui pivotent pour fermer donc, le balcon et donc avoir un espace totalement protégé. Et puis en plus, bien sûr, la surface du balcon, elle est en inox poli qui réfléchit le paysage. Donc, vous voyez, il y a une sorte de... À la fois, tout est ouvert, voilà, mais on est totalement protégé. Et puis la protection, elle n'est pas visible puisqu'elle est totalement transparente. Bon, autre exemple, c'est la maison des adolescents à Paris. Donc, c'est surtout la terrasse là, qui est intéressante, qui nous intéresse, puisque c'est là où il y a un garde-corps. Et en fait, là, le garde-corps, si vous voulez, voilà, il n'est pas du tout à l'échelle humaine. C'est un garde-corps qui fait plus de 2 mètres de haut, et qui implique voilà, quelque part un autre rapport à l'extérieur, parce que voilà, on peut pas trop le toucher, vous voyez, on peut pas trop on peut pas s'y adosser, on peut pas s'y accouder. Voilà, il est très haut. Et par contre, ce qui permet, voilà, on le voit, en plus il est en porte-à-faux, la terrasse elle est vraiment posée. Voilà, c'est presque un peu comme de l'architecture industrielle où les bâtiments sont construits les uns sur les autres au fur et à mesure de l'évolution du travail, au fur et à mesure de la grandeur de l'entreprise. Là, c'est un petit peu pareil. La terrasse, elle semble avoir été posée après, donc au-dessus du bâtiment. Elle semble en lévitation, au-dessus du bâtiment. Et c'est pareil, vous voyez, les corps qui sont sur la terrasse, donc ils semblent quelque part un petit peu désincarnés, en lévitation, comme ça, donc au-dessus des bâtiments. Et surtout, on va le voir, donc ils se mettent en scène, vous voyez. Donc ils sont cadrés, voilà, au-dessus du bâtiment. Voilà, et pour terminer, voilà, vous voyez, on a vu, voilà, vous voyez, le côté, voilà, disons, voilà, charnel du garde-corps, voilà, sensuel. Le garde-corps, on s'appuie, on le touche, vous voyez, le garde-corps ou la balustrade, voilà, eh bien, elles permettent justement de mettre cette échelle-là, vous voyez, en évidence, quelque part. C'est la grande invention peut-être du XVe siècle, là, vous voyez, de mettre cette dimension en évidence sur la façade. Et puis là, on a vu, vous voyez, avec Ibos et Vittard, que finalement, peut-être, on pouvait imaginer voilà, une autre vision des corps, une vision plus désincarnée, voilà, où l'important, c'est pas de s'adosser, c'est pas de toucher, c'est de regarder. Vous voyez. Voilà. Et en plus, c'est vrai que la maison des adolescents, c'est pour les anorexiques, donc on imagine peut-être un autre rapport aux choses, un autre rapport... et en plus, l'anorexie, c'est un mal qui se développe, enfin un mal, c'est une attitude, disons, qui se développe de plus en plus. Donc on peut imaginer, voilà, vous voyez, une sorte de petite révolution, ou une sorte de nouveau rapport aux choses, de nouveau... Vous voyez, disons,
imaginez des garde-corps qui justement, d'ailleurs c'est pareil chez Campeti, qui ne possèdent pas cette dimension tactile, sensuelle, vous voyez. Mais c'est surtout le côté visuel qui est important. Et là, je voudrais terminer par une maison, justement, mais sans aucun garde-corps. Et juste avant, quand même, faire voir cette image-là de Noli Me Tangere de Fra Angelico. Noli Me Tangere, c'est un thème pictural, hein, donc, qui se développe au Moyen-Âge et puis à la Renaissance. Hein, c'est le Christ qui sort de son tombeau, et puis il rencontre Marie-Madeleine, et elle s'approche de lui, et lui dit « Ne me touche pas ». Ne me touche pas. Hein, parce qu'effectivement, il est ressuscité, donc il est plus vivant. Et peut-être aussi, voilà, ce que je voudrais voir maintenant, c'est peut-être une architecture, voilà, pour, vous voyez, disons, justement, pas pour les anorexiques, enfin, c'est pas ça, mais un peu pour les héros lazaréens, vous voyez, ceux qui, justement, ne veulent pas s'incarner, hein, et puis, voilà, comme cette image-là du Christ ressuscité, qui sont morts et qui sont ressuscités. Voilà. D'ailleurs, j'avais dit à une de mes étudiantes là, de lire la nouvelle de Borges, là, comment ça s'appelle, La Cité des Immortels, vous voyez, là où on voit c'est un mec qui cherche la Cité des Immortels, il cherche les Immortels, il arrive à la cité, il voit des types qui se vautrent par terre, et puis il voit une cité en marbre complètement magnifique, et puis il rentre dans la cité, mais tout est complètement irrationnel, et elle n'est pas faite pour être habitée, et il s'aperçoit que les gens qui sont par terre, qui sont dehors, sont les immortels. Voilà. Et donc, voilà, essayez de réfléchir peut-être à une architecture, voilà, pas pour les... Oui, pour les désincarnés, pour les immortels. Voilà. Et c'est ça, je trouve que c'est ça peut-être la vraie question de cette maison dont je vais vous parler maintenant. C'est la maison d'Alain Guilleux. Bon, Alain Guilleux, c'est intéressant parce que... Et de Dominique Rouillard, donc ils sont à la fois architectes et puis donc très connus pour leurs travaux, notamment sur l'architecture du XXe siècle, notamment Dominique Rouillard pour son travail sur l'architecture radicale, et puis Alain Guilleux, donc il a été conservateur au Centre Pompidou, est responsable du CCI pendant longtemps, et c'est lui qui avait mis en relation les collections du Centre Pompidou avec le bâtiment. Et là, c'est vrai qu'ils ont fait l'extension de leur maison de campagne, et c'est vrai que c'est un véritable projet manifeste, voyez, parce que c'est un projet où il y a pratiquement, il n'y a pas de garde-corps. Enfin, dans toute l'extension, il n'y a pas de garde-corps, mais tout est vitré, et il n'y a pas de garde-corps, il n'y a pas de protection. On va le voir tout à l'heure. Voilà, c'est pas, vous voyez, ça sont des meubles d'Aldo Rossi, voilà, qui sont posés là-dedans. Et en fait, c'est pas des meubles pour s'asseoir, c'est plus des meubles que l'on a envie de regarder et que l'on a envie de s'imaginer assis dessus. Si vous voyez, il y a tout. Oui, c'est un peu. Là, c'est une architecture. Voilà, pas d'anorexique, c'est pas ça, mais c'est Gilles Deleuze qui parlait justement de héros lazaréens, vous voyez, en citant notamment. En citant un livre, je ne me rappelle pas l'auteur, qui s'appelle Lazare, les gens qui ressuscitent, voilà, ou les gens qui sont quelque part, voilà, qui sont déjà morts, voyez, qui sont pas, on n'est plus dans le mouvement, on est vraiment totalement retiré. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression, voilà, que c'est une architecture, voilà, pour héros lazaréens, hein, pour immortels. Une architecture aussi où justement, vous voyez, il n'y a plus vraiment d'espace, mais il y a plutôt du temps. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, moi, c'est mes photos, elles ne sont pas géniales, mais vous voyez, ce qui est vraiment fascinant dans ce bâtiment, c'est que voilà, il piège pratiquement l'ombre, il piège la lumière qui change toute la journée. Et c'est vrai que voilà, il rend parfaitement compte du temps. Et par contre, c'est vrai qu'il est rigoureusement inhabitable. On ne peut pas y aller, tout est ouvert, vous voyez, c'est des caillebotis métalliques. Bon, l'été, c'est génial. Mais après, l'hiver, c'est inhabitable. Et surtout, vous voyez, il y a des escaliers, ils n'ont pas de garde-corps. Bon, ils ont des petits-enfants, mais les petits-enfants, ils ne peuvent pas rentrer là-dedans, parce qu'ils ont interdiction absolue de rentrer dans les extensions, parce que sinon, on ne les reverrait plus, quoi, c'est clair. Soit ils se tuent en montant l'escalier, et si ils arrivent à passer l'escalier, ils se tueront en tombant, parce que là-bas, il y a une grande baie vitrée, mais il n'y a pas de protection. Vous voyez, voilà l'idée d'un espace, vous voyez, donc
totalement, sans protection, hein, donc sans aucune... Un espace voilà, totalement mental, hein, totalement abstrait. Voilà, une architecture, voilà, peut-être aussi, voilà, une architecture pour le... Voilà, puisqu'on est aussi dans la période de l'intelligence artificielle, c'est vrai, mais une architecture qui n'est pas faite pour le corps, mais plutôt faite uniquement, vous voyez, pour le cerveau. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà, c'est la baie vitrée, là-bas, elle s'ouvre, il y a 4 mètres qui tombent, et il n'y a aucune protection. C'est une situation qui se retrouve plusieurs fois dans la maison. Voilà. Mais par contre, qui piège parfaitement tous les reflets, tous les changements. Vous voyez, chaque seconde, jamais la maison n'est semblable à elle-même, et elle change parfaitement. C'est comme si le temps, voilà, s'était complètement détaché, voilà, de l'espace et du mouvement. Et c'est comme si l'intelligence était complètement séparée du corps. Voilà. Alors que le garde-corps, bien sûr, nous rappelle exactement le contraire. Merci.